L'honorable Maïsan Kofi Noël, député de Bondoukou et commune, délégué départemental RHDP Bondoukou 2, est un homme de terrain et un stratège clé du RHDP dans le Gontougo. Actualité nationale, enjeu du processus électoral et la remobilisation des bases militantes, il parle sans détour à voix haute. Honorable Maïsan Kofi Noël, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez d'être ici. Alors dites-nous, comment analysez-vous la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire? La situation politique actuelle en Côte d'Ivoire est à l'image de tous les pays qui se préparent les élections présidentielles. La Côte d'Ivoire n'est pas un exemple. Je dois dire que ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'à l'aune de ces élections-là, on note une effervescence de l'action politique. On en a vu au Sénégal, on a vu partout. C'est normal, c'est d'ailleurs le jeu politique. Nous sommes dans un jeu politique, nous sommes à l'aune d'une élection présidentielle, qui est la mère des élections. Donc chaque état-major s'organise, prend ses dispositions pour faire en sorte que quand on aille aux élections, quand on va à une élection, c'est pour les gagner. Donc vous voyez que notre pays est aussi rythmé aujourd'hui avec l'opposition qui s'organise, le RHDP au pouvoir, qui entend rester au pouvoir au regard du bilan élogieux du président de la République. Donc nous nous battons et donc je pense que c'est la manifestation tangible de la vitalité de notre démocratie. C'est parce que notre pays est démocratique, c'est parce que tout le monde a la voix au chapitre, que chacun parle. Et ça, moi, je suis heureux et fier qu'on arrive à ce stade-là en ce qui concerne l'action politique dans un pays. Vous parlez de démocratie alors qu'actuellement, il y a le président Laurent Gbagbo qui est exclu de la liste électorale, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume et très récemment Tidiane Thiam. On peut toujours parler de démocratie. Quel est votre regard sur cette situation? Mais prenons-les un à un. Le président Soro Guillaume a fait l'objet d'une poursuite judiciaire. La justice a tranché. Et vous êtes d'accord avec moi que la loi fondamentale dit que lorsqu'un individu, du moins un citoyen, est impliqué dans une action judiciaire, il perd sa contribution à l'action politique. En ce qui concerne les élections, c'est la même chose pour le président Laurent Gbagbo, c'est la même chose pour le président Charles Blé Goudé. Bon, ça, c'est décision de justice. Je ne vais pas commenter la décision de justice parce que je ne suis pas un juriste, donc je ne vais pas faire du juridisme, mais je note que ce sont des décisions de justice qui ne figurent pas sur la liste électorale. Le dernier cas que vous avez cité, bon, vraiment, on n'a vraiment pas besoin d'aller à VAD parce que la loi fondamentale, le code électoral est clair là-dessus. L'article 48 a estimé qu'à un moment donné, un citoyen ivoirien qui, de manière consentante, prend une autre nationalité, ne peut pas être candidat à une élection s'il n'abandonne pas cette nationalité. Le président du PDC-RDA s'est inscrit sur la liste électorale en 2022 et c'est en 2025 qu'il a laissé des choix de sa citoyenneté française. Manifestement, il est frappé par la loi. Je pense qu'aujourd'hui, le débat qui a lieu, c'est un débat malsain. Les gens veulent nous entraîner sur un terrain identitaire, alors qu'il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'une question de nationalité, il s'agit d'une question d'éligibilité. On n'est pas en train de dire que le président Thiam n'est pas ivoirien, on est en train de dire qu'au regard de ce qui a précédé, le président Thiam n'est pas éligible. Et il peut y avoir beaucoup d'Ivoiriens. Tu peux être ivoirien et ne pas être éligible. Tous les Ivoiriens ne sont pas éligibles. Ce n'est pas une question d'ivoirité. Non, pas du tout. L'opposition pense plutôt que c'est une manœuvre pour écarter les adversaires les plus coriaces. Mais il n'y a pas de manœuvre, madame. L'article 48 du code électoral là, est trop clair. Est vraiment trop clair. Je pense que le PDCI a manqué, n'a pas mis en place une disposition de gestion de risque. Parce que quand vous voulez aller à une élection, quand vous avez une ambition, vous déterminez, vous faites une analyse des risques. Le risque, c'est une situation qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc, quand on fait une analyse de risque, s'ils avaient fait une très bonne analyse de risque, ils auraient identifié que l'article 48 était un élément qui les empêchait d'aller aux élections. Il aurait pu donc plus tôt, parce qu'il est rentré dans l'arène à partir de 2022. Je dois dire, même si en 2023, il avait engagé cette procédure de se désengager de sa nationalité française, aujourd'hui, on ne serait pas dans ce cas. Donc, il ne l'a pas fait tôt et il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il n'y a vraiment pas une question d'ivoirité. Et je pense que c'est clair dans nos têtes. Le président Tidiane Thiam est ivoirien.
Il n'y a pas de débat. Ce n'est pas ça le débat. Le président Thiam n'a pas à temps, il ne s'est pas détaché de sa nationalité française à temps, et donc il tombe sous le coup de l'article 48. C'est vraiment simple. L'opposition reste braquée sur sa position, si ce n'est pas là le moment de reprendre le dialogue politique avec l'opposition. Oui, mais le dialogue politique, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Et puis, bon, je pense que ce n'est pas à l'opposition de déterminer. On est dans un jeu politique, mais également dans un jeu d'intérêt. Voilà. Il demande qu'il y ait un dialogue politique. Je pense que le président de la République, le Premier ministre, m'a-t-on dit que beaucoup de courriers ont été adressés au Premier ministre à l'effet de faire en sorte qu'il y ait un dialogue politique. Je pense que l'opportunité se présentera si le Premier ministre ou bien la présidence estime qu'au regard de la situation politique, le dialogue politique a lieu d'être, ce qui est courant, parce que l'opposition ne nous fera pas l'injure de ce qu'il n'y a pas eu de dialogue politique dans ce pays. Chaque fois qu'il y a une situation de crispation, mais je pense que les autorités sont intervenues pour faire en sorte que les échanges aient lieu pour qu'on aille à une situation de compromis. C'est fait exprès. Je l'ai dit, hein, c'est normal que l'opposition se mette dans une posture. Moi, je ne suis pas du genre à dire que l'opposition ne doit pas faire si ils sont dans leur rôle. Dans leur rôle? Dans leur rôle de s'opposer. Voilà. Ils estiment qu'il y a un certain nombre de dispositions législatives, réglementaires, qui ne sont pas aux normes. C'est leur rôle de revendiquer. Et à un moment donné, l'État central, la gouvernance estime de l'opportunité de la discussion et de la pertinence de la discussion, et les discussions s'ouvrent. Parce qu'on ne nous fera pas l'injure. Je l'ai dit, il y a eu plusieurs dialogues politiques qui ont eu lieu. Donc, s'il y a eu des dialogues politiques qui ont eu lieu, au regard de la situation politique, si la gouvernance estime que le dialogue politique est important, ça va se faire. Et vous, quel est votre avis là-dessus? Je suis totalement aligné sur la posture de ce que la gouvernance indique. Si le dialogue politique doit avoir lieu, le dialogue aura lieu. Pour le moment, je pense que quels sont les griefs? Quels sont les griefs? Le premier grief, c'est la CEI. Mais madame, quand vous faites l'historique de l'installation de la CEI, les élections en Côte d'Ivoire de tout le temps, jusqu'à un passé récent, avaient été organisées par le ministère de l'Intérieur. Après la crise que d'autres pays ont connue, donc après les échanges de Marcoussis, de manière concertée, de manière unanime, les acteurs politiques ont estimé qu'il fallait mettre en place un dispositif qui soit le plus neutre possible. Et c'est ce format-là, avec les partis politiques, qui a été identifié comme étant le meilleur mécanisme d'organiser des élections. Un meilleur mécanisme qui pose problème aujourd'hui. Tout le monde recherche la réforme. Mais en réalité, mais c'est qui tout le monde? En réalité, les partis d'opposition. Mais ils ne sont pas les plus majoritaires. Ah oui, mais quels sont les indicateurs? C'est pas parce qu'ils sont pas majoritaires. Non, je ne le dis pas que parce qu'ils sont pas majoritaires. Au niveau de la CEI. Non, parce qu'en même temps, c'est pas parce que l'opposition dit qu'on doit exécuter. Parce que c'est cette même CEI. Mais c'est même cette CEI-là que nous sommes allés aux élections municipales, madame. C'est avec même cette CEI-là que nous sommes allés aux élections régionales. Vous savez que le président Gilbert Kafana-Kolo, le président du directoire du RHDP, a perdu les élections à Yopougon avec cette même CEI-là. Ils ont des attitudes, des discours, des langages à géométrie variable. Quand ça marche, quand ils gagnent des élections, la CEI est la meilleure mouture. Quand ils perdent des élections, la CEI est la mauvaise mouture. Non, je pense que, je m'excuse du terme, hein, ce chantage-là ne peut pas prospérer. C'est de manière concertée qu'on s'est mis ensemble pour mettre en place ce dispositif-là. Nous sommes à 6 mois des élections. Je pense que peut-être après les élections, un mécanisme peut être... Mais à 6 mois des élections, j'ai même entendu un des responsables politiques qui a demandé qu'on dissolve la CEI. Le journaliste lui a demandé, mais quand on dissolve la CEI, on met quoi à la place? Non, nous on veut seulement qu'on dissolve la CEI. Non, ce n'est pas responsable, madame. Est-ce que vous estimez qu'en l'état actuel, la politique est assez consolidée pour aller aux élections? Mais tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, madame. Quoique nous sommes dans un pays démocratique et le débat politique nécessite qu'on puisse avoir des échanges avec l'opposition. Et c'est ça qui donne, qui donne un charme à la démocratie parce que le gouvernement gère l'action politique du pays avec tout ce qu'il y a comme action économique, action politique. Mais la contribution des partis politiques n'est pas négligeable parce que les partis politiques contribuent à travers leurs critiques, quand elles sont constructives, à faire en sorte que la gouvernance puisse s'améliorer. De ce point de vue, je pense que c'est une très bonne chose. Et donc,
Mais en ce qui concerne l'action politique, en ce qui concerne les élections présidentielles qui se préparent, de mon point de vue, le processus majeur qui est décrié, c'est le mécanisme de la CEI. Les opposants estiment que la CEI n'est pas bonne, la mouture actuelle, mais je l'ai rappelé, je l'ai dit dans mon propos liminaire, que la mouture actuelle de la CEI a été mise en place de manière concertée. J'allais dire même la mouture la plus améliorée, puisque chaque année, à chaque processus, on augmente le nombre de responsables, on en sort ceux qui vont. Le PPACI, à un moment donné, n'était pas là. Quand le PPACI a été créé de manière concertée, le PPACI a eu un vice-président à la CEI. Donc, c'est de manière continue que des améliorations se font. Et parlons de la révision de la liste électorale qui devait se faire normalement chaque année. Est-ce qu'elle a été faite? Mais l'année n'est pas terminée. L'année n'est pas terminée, donc on espère que ça va se faire très bientôt. Mais non, mais je pense que la CEI a été, on n'est plus clair. Et le débat a eu lieu au regard des informations, en tout cas de toutes les communications que le président de la CEI a eu à faire, que c'est de manière concertée que les partis politiques, puisqu'ils sont, ils sont majoritaires dans la CEI, et toutes les décisions, nous dit-on, se prennent de manière collégiale, de manière consensuelle. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'un de leurs vice-présidents sur une chaîne qui a dit que depuis qu'il est à la CEI, il n'a jamais eu de vote. Parce que les décisions, alors que tous les responsables, tous les représentants des partis politiques sont là, les décisions se prennent de manière consensuelle. Donc, à la suite d'un débat, sur la base des arguments des uns et des autres, on convient d'une posture et c'est cette posture-là qu'on met en évidence. Donc, je dois dire que la perfection n'est pas de ce monde. Il y a des choses qui sont perfectibles. Mais en l'état actuel des choses, au regard du temps qui nous sépare des élections présidentielles, le calendrier qui a été établi de manière concertée, parce que je vous rappelle que le processus de révision de la liste électorale devait commencer depuis mars-avril. Ce sont les partis politiques qui ont indiqué qu'elle n'était pas encore prête. C'est ce qui a fait que la CEI a prolongé jusqu'à ce que la collecte des informations ait lieu. Mais le faux débat qu'on fait, on a l'impression que, au regard, quand tu entends parler de l'opposition, on a l'impression que la révision de la liste électorale, là, c'est seulement la collecte des données. Mais non. Il y a la collecte des données, il y a le traitement des données, il y a le contentieux, il y a l'affichage de la liste électorale. Donc, c'est un ensemble d'étapes auxquelles ils ont tous souscrit. Donc, à vous entendre, il n'y aura pas de réforme au niveau de la CEI. Je ne le dis pas, parce que... Mais qu'est-ce que dit la loi? La loi dit, si on se base de manière stricte sur la loi dit que la révision de la liste électorale doit se faire chaque année. C'est bien ça, non? Mais l'année n'est pas terminée. Les élections présidentielles auront lieu en octobre. En novembre et en décembre, on peut faire une révision, on peut démarrer une révision. Mais c'est pourquoi eux, ils se plaignent. Ils disent non, que pourquoi on ne ferait pas l'enrôlement avant octobre pour permettre que les élections, tous ceux qui sont enrôlés puissent prendre part au vote. Mais madame, la loi dit que l'enrôlement a lieu chaque année, n'est-ce pas? Chaque année. Mais est-ce que non seulement l'année n'est pas terminée, mais si on se cale sur leur postulat, mais chaque année, il ne se fait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc, on ne fait pas l'enrôlement parce qu'on va à une élection. Au-delà de la CEI, il y a aussi le fait que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est présenté par le RHDP comme le candidat naturel. Ça soulève aussi des critiques. À quel niveau se trouvent les critiques? Par rapport au mandat, la limitation de... Mais ce débat-là, on ne va pas nous le ramener. On va le ramener parce que ce débat constitutionnel, chaque Ivoirien est un constitutionnaliste. C'est pourquoi la loi a prévu quelqu'un, au regard des désaccords qui peuvent apparaître entre les citoyens, la loi a prévu un dispositif pour arbitrer notre désaccord. C'est le juge constitutionnel. C'est lui qui dira si le président Ouattara est à mesure d'être candidat ou ne pas l'être. Nous, RHDP, mais quand on fait une bataille, quand on va à une élection, quand on joue un match de football, c'est nos meilleurs joueurs qu'on aligne. Non, pour vous, pour le RHDP, c'est le meilleur candidat. Mais il n'y a pas photo. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Mais le président même l'a dit. Il dit qu'il a une demi-douzaine de personnes qui sont capables d'être candidats. Donc, il a dit, les gens ont la réponse. Mais pour le moment, nous, on estime que quand on va à des élections, c'est pour les gagner. Et le meilleur d'entre nous, au regard de ce que le président Ouattara a fait pour le pays, et on estime, parce que quand on va à une compétition, même qu'elle soit entrepreneuriale, quelle que soit la nature,
Quand vous avez un projet et que vous voulez recruter quelqu'un, en tout cas, le chef d'entreprise que je regarde son aptitude. Est-ce que la mission que je veux confier à l'un de mes collaborateurs, est-ce qu'au regard de son CV, est-ce qu'au regard de ses compétences, il sera en mesure de réaliser la mission que je lui confie? Si oui, c'est l'un des critères importants avant qu'on regarde les autres critères. Pour nous, le président Ouattara a déjà montré, a déjà apporté la preuve manifeste de ce qu'il peut diriger ce pays au regard de ce qu'il a déjà fait. Et lui-même, il a dit, lors de son dernier hadith, il dit, je suis encore en forme et prêt à servir mon pays. Pourquoi voulez-vous que nous avions un responsable politique de ce type qui a montré à travers ses réalisations qu'il a même de mener à bien notre pays à bon port, que nous disons non. Il a 83 ans. Est-ce que ce n'était pas là le moment de passer là? C'est à lui de le dire. Nous, le plan A là, c'est Alassane Ouattara. Le plan B? Le plan B à Z, c'est Alassane Ouattara qui va proposer. Et vous n'êtes pas en mesure de vous présenter? Vous ne faites pas partie de cette demi-douzaine-là? Non, je ne suis pas du tout pressé. Pas du tout pressé? Pas du tout pressé parce que pour moi, la vie, c'est un ensemble d'étapes. Et pour moi, je n'aspire à aucune... Je ne suis pas un homme... Moi, je suis un homme de projet. Je suis responsable politique dans ma région. Il y a des missions, des responsabilités qui m'ont été confiées. Je suis ingénieur qualité. Je suis financier. Je me donne tous les outils pour atteindre les objectifs que le parti m'assigne. Justement, à ce propos, vous êtes le délégué départemental RHDP Bondoukou 2. Alors, donc, quelle est la place de la ville de Bondoukou, la commune de Bondoukou, dans la stratégie nationale du RHDP? Mais ce que vous devrez comprendre que le RHDP est subdivisé en coordination régionale. Il y a le directoire, qui est l'organe central. Il y a la direction exécutive, comme son nom l'indique, qui assure la gestion opérationnelle, la gestion au quotidien, comme pourrait être une direction générale avec un conseil d'administration qui assure la gestion opérationnelle. Et puis après, les secrétaires départementaux qui ont été élus, donc ils sont sur l'ensemble du territoire. À l'intérieur de cette secrétariat départemental, il y a des coordinations régionales. Donc dans une région, il y a le coordinateur régional, et après le coordinateur régional, il y a les secrétaires départementaux qui animent la vie au quotidien, la vie politique au quotidien de la région. Donc voilà la structuration du parti. Donc il y a des missions qui sont affectées aux coordinations régionales, qui les répercutent aux coordinations départementales, qui à leur tour les répercutent sur les coordinations sous-préfectorales jusqu'au maillon le plus bas, qui sont les secrétariats de communes de base, qui sont soit des quartiers, soit les villages. Répondez à ma question, quelle est la place de Bondoukou dans cette stratégie du RHDP? Mais comme je l'ai indiqué, le RHDP de Bondoukou se cote très bien parce que la vitalité d'un parti politique, je l'ai indiqué, hein, les indicateurs, en tout cas l'un des premiers indicateurs, c'est le nombre d'élus en termes de baromètre si on veut se substituer dans une posture entrepreneuriale. Sur la base de ça, je l'ai dit, dans notre région, les élections législatives passées, la région de Bondoukou a 12 députés. Sur les 12, le RHDP en a gagné 10. La région du Bondoukou, notre région a 7 mairies. Sur les 7 mairies, nous en avons gagné 5, avec 2 indépendants. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo. Dans l'ossature globale, chaque région au niveau du parti a des objectifs. Et c'est ce qui a été fait. Les gens ont l'expression, la politique c'est de la science, madame. Lors de l'enrôlement électoral, il y a des objectifs qui ont été assignés à chaque coordination régionale du RHDP en termes de personnes, de primo-votants à mobiliser pour qu'elles puissent s'inscrire sur la liste électorale. Sur la base de ce quota-là, la coordination régionale du Bondoukou s'est retrouvée et a ventilé, a splitté la part de chacun. Nous avons 14 secrétariats départementaux dans la région. Chacun avait une action à mener. Moi, en tant que départemental, j'avais un quota. Et sur la base de ça, je me suis retrouvé sur ma sphère géographique. J'ai ventilé ça sur les quartiers et les villages. Et j'ai mis des indicateurs de mesure pour m'assurer que l'action que je suis en train de mener me permet d'atteindre l'objectif que le parti m'a assigné. Et je suis évalué en tant que départemental. Et pendant que l'évaluation, l'enrôlement se fait, on a une base de données dans laquelle on enrôle nos militants. Et ça, c'est un indicateur, c'est un instrument qui permet à la direction du parti de savoir que, ah non, Maïsan, tu devrais tel à tel niveau, au niveau de l'enrôlement, tu es à tel niveau. Vous êtes en train de parler du militant? Non, primo-votant. Primo-votant. Oui, primo-votant, ce sont les électeurs potentiels
qu'on devrait enrôler, parce qu'on veut gagner les élections au premier tour. Si nous voulons gagner 80 à 80%, sur la base de ça, des quotas ont été assignés à chaque. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de travail additionnel pour gagner effectivement les élections à 80%? Et sur cette base, le parti a identifié ça, et le parti a ventilé ça sur l'ensemble des régions, et chaque secrétariat départemental a eu un quota. Donc, en ce qui concerne l'opération e-militant, où est-ce que vous en êtes concrètement? Le e-militant avait été mis en veilleuse pour faire face, parce que le e-militant, c'est quoi? Le e-militant, c'est une base de données du parti dans laquelle nous enrôlions toutes nos sections. C'est quoi les sections? C'est ce qui concerne l'ossature d'un secrétariat départemental. Dans un secrétariat départemental, il y a un ensemble de sections. La section est constituée de 250 membres. Et dans la section, il y a 10 comités de base. 10 comités de base composent 25 personnes. Quand vous faites 25 fois, ça fait 250. Donc, dans la section, il y a 250 membres. Donc, si vous dites que vous avez une section, vous devrez pouvoir apporter la preuve de l'existence physique de ces personnes-là enrôlées dans une base de données avec toutes les informations que comportent ces personnes-là. Vous parlez de l'organigramme du RHDP. Qu'en est-il des personnes, des militants sur le terrain? Mais ils sont très mobilisés. Je le dis parce que je suis moi-même un homme de terrain. Oui, parce que la politique, c'est pourquoi je disais que la politique, c'est une science. C'est de la conception. On conçoit avant d'aller exécuter. Donc, sur le terrain, les secrétariats départementaux, là, je dis que nous sommes évalués. Les sections dont vous évoquez là, si dans un département, vous avez 12 sections, ça suppose que vous avez 12 fois 250. Ces 12 fois 250 là doivent être enrôlés sur la base. Et le parti a des instruments, de manière périodique, vous évalue pour dire, vous avez déclaré 12 sections. Aujourd'hui là, à l'étape de l'enrôlement, vous avez 8 sections complètes. Vous avez certainement des sections qui ne sont pas complètes, mais le travail se fait au fur et à mesure. Et ce qui a été le plus intéressant, quand on a fini l'enrôlement sur les primo-votants, toutes les personnes qui ont été dans notre base, qui sont des militants, qu'on a mobilisés pour aller s'enrôler, on les a déversés sur notre e-militant. Parce qu'en réalité, la politique, ce n'est pas sur Facebook. La politique, c'est sur le terrain. Et madame, je dois vous dire que nous sommes sur le terrain. Pas plus tard que la semaine passée, la semaine pascale, j'y étais pour faire une rencontre avec l'ensemble. Parce que dans ma circonscription électorale, il y a de part et d'autre de la ville de Bondoukou, j'ai 12 sections de part et d'autre. Donc, je suis allé à leur contact, échanger avec elles, donner les informations du parti parce qu'on a eu une formation au niveau du parti. Vous pouvez donner un exemple, comment ça se passe? Vous, monsieur honorable, qui débarquez quelque part, je ne sais pas, dans le Gontougo, je ne sais pas si Nation fait partie. Non, Nation, c'est dans le Bunkani. Dans le Bunkani. Bon, par exemple, à Bondoukou, vous faites quoi exactement? Vous arrivez le matin, vous faites quoi? Quand j'arrive le matin... voiture, en fanfare, puis comment ça se passe? Non, on ne fait pas ça. Comment ça se passe alors? Quand j'arrive, une journée politique à Bondoukou, quand j'arrive, généralement, je pars les vendredis. Le samedi matin, mon programme est vraiment, avant de partir, tout ce que je dois faire est structuré, voilà. Et pour prendre ce que j'ai fait la semaine, j'avais des rencontres avec l'ensemble de nos sections. Les sections, ce sont les responsables qui ont à leur tête 250 personnes. Ce sont les premiers responsables, ce sont les animateurs premiers de la structure. Donc, on va voir quels sont les problèmes au point du bon de l'enrôlement. Parce qu'en ce moment, on a la phase de l'enrôlement. Parce que l'élection, c'est... Il faut enrôler, il faut pouvoir convaincre, il faut pouvoir expliquer, il faut expliquer le bien fondé. Comment ça se passe? Non, mais s'il s'agit d'expliquer, madame, mais à Bondoukou, dans la région, il n'y a pas d'élection. Parce que quand le président Ouattara arrivait au pouvoir en 2011, je prends l'exemple le mien. Quand j'ai été candidat en 2016, j'étais à mon deuxième mandat. Quand j'arrivais pour être candidat pour les élections législatives, dans ma circonscription électorale, il y a 50 villages. Sur les 50 villages, j'avais 11 villages qui étaient électrifiés. Aujourd'hui où je vous parle, aucun village n'est dans le noir. Tous les villages sont électrifiés. Quand j'arrivais en 2016, j'ai 3 sous-préfectures à l'intérieur desquelles se trouvent des villages. Aucun village n'avait l'eau potable. Madame, aujourd'hui où je vous parle, toutes les 3 sous-préfectures ont des châteaux d'eau. Là, nous sommes en train d'initier un programme pour faire en sorte à raccorder les châteaux d'eau au village. Quand j'arrivais en 2016, les populations disaient que ça faisait des trentaines d'années qu'ils n'avaient pas vu une machine gratter leur route. Aujourd'hui, madame, il n'y a pas de route qui ne soit pas reprofilée à Bondoukou. Ça, ce qui concerne ma circonscription électorale. Quand le président Ouattara arrivait au pouvoir en 2011, Bondoukou n'avait pas d'université. Madame, moi, j'ai fait le collège à Bondoukou. Je suis venu la première fois à Bondoukou quand j'ai eu l'entrée en 6e. Je suis venu la première fois à Abidjan quand j'ai eu le bac.
Je suis parti la première fois en France quand j'ai eu ma maîtrise. Vous voyez? Mais aujourd'hui, à Bandoukou, un jeune qui est dans mon village, à 15 km de Bandoukou, peut rester au village et faire l'université à Bandoukou. À l'époque, nous, il fallait que nous vienne à Abidjan. Et ça fait en sorte que beaucoup de nos frères qui n'ont pas de parents à Abidjan n'ont pas fait l'université. Aujourd'hui, l'université est à portée. Quand le président Ouattara arrivait au pouvoir, il n'y avait pas de CAFOP à Bandoukou. Aujourd'hui, il y a un CAFOP à Bandoukou. Quand le président Ouattara arrivait au pouvoir, il n'y avait pas de CHU à Bandoukou. Aujourd'hui, ils sont en train de construire un... Vous écoutez, décidément, il n'y avait absolument rien à Bandoukou oui, avant l'arrivée du président Alassane Ouattara. Il n'y avait ni de CAFOP, il n'y avait ni d'université. Et il y avait quoi alors? Mais il n'y avait qu'à Bandoukou, en termes d'infrastructures, d'écoles, il y avait le lycée moderne de Bandoukou, où moi j'ai eu mon bac. Aujourd'hui, ils sont en train de construire un lycée de jeunes filles. Donc, mais les parents, c'est factuel. Quand je vais les voir, c'est factuel. Aujourd'hui, dans mon village, quand le président Ouattara arrivait, c'était un petit centre de santé. Aujourd'hui, il y a un médecin dans mon village. C'est factuel. Donc, on n'a pas besoin, on fait la politique par la démonstration de l'existant. Parce que quand le président Ouattara arrivait, quand on a aujourd'hui des éléments de comparaison. Ok, qu'en est-il des femmes là-bas? Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara apporte aux femmes de votre circonscription? Les femmes sont inscrites dans beaucoup de projets générateurs de revenus, parce que le fonds FAFSI, toutes les femmes de Côte d'Ivoire en ont eu. Et nous avions organisé pour permettre à nos sœurs d'avoir de quoi à se prendre en charge. Dans le cadre de mon action politique, j'ai moi-même créé un ensemble de fédérations de femmes qu'on appelle la FEGAF. Donc, la réalité, ce qui m'a amené à ça, vous faites bien de me poser la question, chaque fois que j'ai été candidat, ce sont les femmes qui se sont mobilisées pour ma cause. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je n'ai pas les moyens pour donner à chacune de ces femmes. Comment je fais pour apporter ne serait-ce qu'une contribution pour qu'elles puissent se sentir valorisées? Donc, avec mes amis, on a donc décidé de les organiser. Et lorsque nous sommes rentrés dans leur organisation, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'associations. Ce sont des micro-associations. C'est souvent même des associations de famille. Donc, on a donc, dans un premier temps, fait en sorte à les recenser, à les mettre par famille. Donc, on a créé des fêtières pour les femmes qui font le vivrier. On a fait une fêtière pour les femmes qui font la couture et coiffure. On a fait une fêtière pour les femmes qui font le commerce. On a fait une fêtière pour les femmes qui font l'élevage. Donc, à vous entendre, il est bon d'être femme et de vivre à Bandoukou. Ah, mais en tout cas, on a fait. Ce n'est pas achevé parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Mais en tout cas, le dispositif existe et on a pu souscrire à un projet du ministère de l'Agriculture pour leur compte, pour leur permettre de créer une ferme et puis de faire en sorte qu'elles puissent avoir des plantations. Et les jeunes? Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Il y a un dispositif, le dispositif des jeunes est plus élaboré puisque à travers l'agence emploi jeunes, il y a beaucoup aujourd'hui de guichets emploi qui sont ouverts. À la mairie de Bandoukou, il y a un guichet emploi. Il y a la direction régionale de l'agence emploi jeunes qui existe à Bandoukou. Donc, à travers les guichets emploi, de tout type, c'est toute la kyrielle. Hein. Il ne s'agit pas parce qu'on a l'impression que quand on parle d'emploi, on a l'impression que c'est seulement les personnes qui sont là à l'école. Non. Dans le mécanisme de l'emploi, de guichet emploi jeunes, il y a tous ceux qui sont susceptibles de monter des projets. Lorsque les projets sont bancables, on les accompagne. Ce que j'ai pu faire en tant qu'élu, je me suis dit que le pouvoir a mis en place un dispositif. Notre rôle en tant qu'élu, mais surtout en tant que cadre, c'est d'aider les jeunes à structurer leurs projets pour que ces projets-là puissent être bancables. Ça aussi, on a mis en place un dispositif d'encadrement. Des infrastructures, les femmes avec des microfinances ou des structures pour les accompagner, les jeunes avec... L'agence emploi jeunes. L'agence emploi jeunes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'à Bandoukou, il y a des personnes qui sont encore hésitantes, qui hésitent à adhérer au RHDP? Est-ce que vous avez un message à leur endroit? Non, je l'ai dit, hein, la conviction politique, nous n'avions pas les mêmes strates d'action politique. Tout le monde n'est pas appelé à être militant d'un parti politique. Tout le monde n'est pas appelé à être militant d'un parti politique. Mais à l'aune des élections, parce que qu'est-ce qu'on vend? Quand quelqu'un est candidat pour un poste, c'est un projet qu'il vend. Et je pense que, toute modestie mise à part, les 15 ans que le président Ouattara est au pouvoir, à travers les investissements massifs, vous l'avez indiqué, en termes d'infrastructures, en termes d'école, en termes de santé, en termes d'eau,
Mais en termes même du capital humain, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne suis pas en train de dire que tout a été fait. Parce que je l'ai dit également, la perfection n'est pas de ce monde. Chaque jour que Dieu fait, il y a des défis nouveaux. Et ces défis-là, il faut faire face. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. La Côte d'Ivoire est en train de travailler, du moins à travailler, a mis en place une stratégie nationale de l'intelligence artificielle pour que cet instrument nouveau-là puisse aider au développement. Donc, il y a beaucoup de défis et chaque moment a ses défis. Et donc, les populations de Bondoukou, par elles-mêmes, au regard de ce qui a été fait, je dois dire que notre tâche est allégée. Oui, parce qu'on a des instruments. Vous parlez avec beaucoup de passion des actions du RHTP. Mais on va revenir un peu à votre parcours professionnel. Vous êtes directeur du Fonds de garantie automobile. Que faites-vous concrètement dans cette structure-là? Et puis comment vous arrivez à concilier votre rôle de député et de directeur de fonds? Bon, d'abord, je suis le député élu, mais dans le cadre du mécanisme de suppléance, quand vous êtes directeur général, vous ne siégez pas. D'accord. Donc, dans cette mission-là, c'est mon suppléant qui siège à l'Assemblée nationale. De sorte que je ne participe pas aux activités de l'Assemblée. Je ne fais que gérer le fonds de garantie automobile et de manière épisodique, je vais en région pour entretenir ma base. En réalité, le fonds de garantie automobile est un instrument qui a un caractère social. Nous, ce n'est pas une entreprise qui fait du chiffre d'affaires. Nous, ce n'est pas une entreprise commerciale. La mission que l'État a confiée au fonds de garantie automobile, c'est très bien que vous me posez la question. C'est une activité qui a un caractère éminemment social. Le fonds de garantie automobile est une entreprise paritaire. Donc, vous trouverez des fonds de garantie automobile en Côte d'Ivoire, vous en trouverez au Togo, vous en trouverez au Bénin. C'est le législateur communautaire, le législateur CIMA, la Conférence interafricaine du marché d'assurance, qui a estimé qu'un certain nombre de victimes d'avoir public sont laissées pour compte. Il s'agit des victimes lorsqu'il y a un accident et que le véhicule impliqué dans l'accident prend la fuite. Madame, la victime est laissée pour compte. Ou bien, lorsque la voiture impliquée dans l'accident ne fuit pas, mais elle n'est pas assurée. C'est la même chose. Donc, le législateur communautaire a estimé qu'on ne peut pas permettre dans nos États que des victimes, ce type de victimes-là, soient laissées pour compte. Voilà d'où vient l'idée que le législateur communautaire recommande aux États de mettre en place les fonds de garantie automobile. Donc, le fonds de garantie automobile du Côte d'Ivoire a été mis en place, a été créé en 2009, mais a commencé ses activités à partir de 2010. Je suis arrivé à la tête du fonds en 2014. Et donc, depuis lors, nous avons initié beaucoup de projets. De telle sorte qu'aujourd'hui, et ce qui est intéressant, l'État, sur la base de nos investigations, de notre vécu, on a estimé que, je vous ai identifié 2 types de victimes laissées pour compte. Mais lorsque j'ai pris fonction en 2014 et en 2015, j'ai commencé à faire la visite des hôpitaux, je me suis rendu compte qu'il y a une discrimination. Vous trouvez dans une salle d'hospitalisation des victimes qui sont éligibles à notre dispositif parce que ce sont des victimes, soit la voiture a pris la fuite ou bien la voiture n'est pas rassurée. Entre-temps, à côté, il y a des citoyens qui sont victimes d'accidents en voie publique qui ne sont pas pris en compte. Le mécanisme de prise en charge est là. Nous allons initier qu'on puisse élargir notre champ d'action. Ce qui a été fait en 2020. Donc aujourd'hui, le dispositif de l'État, quand il y a un accident de la voie publique, quand vous arrivez à l'hôpital, au CHU, au CHR, madame, on ne vous pose plus de questions. On vous prend systématiquement en charge. Et puis après, on va demander, mais l'accident qui a eu lieu là, qui est impliqué dans l'accident? Deux charges lourdes pour vous. Je vous écoute, vous parlez de politique avec aisance, vous parlez aussi de votre rôle de directeur de fonds de garantie automobile qui gère les accidents de la circulation. Vous en parlez aussi avec beaucoup de passion. Finalement, avec la situation qui se présente, je vais parler par exemple du problème du foncier, qui est aussi un problème qui mine la société ivoirienne, le problème aussi de la justice. Vous avez votre suppléant qui siège, qui vous représente. Et on a l'impression qu'il n'y a seulement qu'un député, vous savez, Assalé Tchimoko, qui parle de la situation que vivent les populations. Vous, quel est votre avis sur la situation des fonciers? Bon, je pense que d'abord, ce qu'il faut rappeler, la situation du foncier, vous savez pourquoi on en parle aujourd'hui? Autant, c'est parce qu'on a des plateformes qui le permettent. Sinon, ça a existé. Et chacun de nous a connu ces problèmes-là. C'est bien, je ne vais pas vilipender ce que le député Assalé Tchimoko fait, mais chaque institution a son rôle.
Et ce que Assalé fait, il contribue à dénoncer, à faire connaître les faits de société. Mais ce n'est pas parce que la justice ne communique pas chaque matin qu'il n'y a rien qui est fait. Parce qu'on a aussi l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes qui aiment les Ivoiriens que d'autres. Non, je vous l'ai dit, quand vous regardez ce que le président Ouattara a fait pour son pays, vous ne pouvez pas dire que le président Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Non, je vous parle à vous. Je suis souvent meurtri par un certain nombre de positions. Je suis souvent meurtri par un nombre de positions. Mais vous savez, madame, notre pays est confronté à un certain nombre de problématiques, mais qui vont se régler. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le ministre de la Construction, que je connais personnellement, avec qui j'ai... Mais de mémoire d'Ivoirien, le ministère de la Construction, madame, je vous invite à faire une incursion au ministère de la Construction pour voir les réformes qui ont été faites sous le magistère du ministre Bruno. N'empêche, mais pour ceux qui suivent l'émission actuellement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que député? Quel est votre sentiment face à tout ce qui se passe? Je l'ai dit, hein, je ne suis pas dans une poursuite de dire que tout ce qui se fait bien, tout ce qui se fait mal. Je suis doté d'un sens critique. Je suis membre du RHDP. Je l'ai dit, tout n'est pas achevé. Et peut-être que c'est ma fonction qui le fait. Je suis ingénieur qualité de formation. Donc, je suis dans l'amélioration continue, dans la perfection permanente. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je l'ai dit. Quand vous regardez ce qui a été fait, parce que moi, j'ai fait une incursion au ministère de la Construction pour voir les réformes qui ont été faites pour assainir les choses, je pense que beaucoup a été fait. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait des problèmes qui doivent être traités. Et je pense que l'État fait face. L'État joue son rôle régalien de la protection de l'ensemble des citoyens. C'est ce que l'État fait. Personne ne peut dire qu'elle fait plus que ce que l'État fait, parce que c'est l'État qui a les moyens. Il y a des difficultés et c'est inhérent. Et je ne lutte pas qu'il y a des difficultés, que certains Ivoiriens sont spoliés de leur terrain, à tort ou à raison. Mais le fait, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont en train d'être mis. C'est quand des agréments sont posés que des dispositions sont prises pour améliorer. Et l'une des réformes majeures, c'est l'ADU qui est en train d'être mis en place. Parce que le ministre de la Construction l'a dit, 80% des problèmes fonciers émanent de leur source. C'est-à-dire, qui donne l'attestation villageoise? C'est là que ça part. Parce que je n'incrimine pas non plus les chefs, mais force est de constater que dans un certain nombre de localités, surtout avec le mécanisme de succession dans un certain nombre de villages, à tiens, telle génération est là aujourd'hui, après-demain c'est telle génération donne des attestations. Quand l'autre génération vient, elle conteste. Tout ça est de nature, peut susciter des dysfonctionnements. C'est pourquoi l'une des réformes majeures que le ministre Bruno est en train d'entrevoir, c'est de mettre en place un dispositif, de faire en sorte qu'on ait l'ADU qui permette de réguler le mécanisme d'attribution des parcelles. Je ne dis pas que tout est parfait. Beaucoup a été fait, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup reste à être fait. Et je suis confiant du dispositif robuste qui a été mis en place pour adresser ces problématiques-là. Il y a un comé à Abidjan. Quelle est la situation à Bondoukou en matière de foncier? Il n'y a pas de comé à Bondoukou. Il n'y a pas de comé Bakari à Bondoukou. Mais la situation est moins tendue à l'intérieur quand même. Parce que la spéculation foncière est telle qu'à Abidjan, il n'y en a plus, il n'y a plus de terrain. Ce qui n'est pas le cas chez moi à Bondoukou. Madame, si vous voulez à Bondoukou, je vais vous offrir un terrain sans problème. Ce qui n'est pas le cas. Je ne pourrais pas le faire à Abidjan. Donc là, c'est la spéculation, c'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Donc quand la demande est croissante, bien sûr l'offre est rare et bien sûr on a des commis Bakari. Je ne préjuge pas que commis Bakari est malveillant, mais au regard de tout ce qu'on a entendu, je pense que il n'en existe pas à Bondoukou pour le moment. Pour le moment. Alors, vous êtes dans la politique depuis quand même certaines années, vous l'avez dit ici tout à l'heure. Quelle est votre principale déception politique à ce jour? Ma grande déception, est-ce que j'en ai eu? Parce que je suis... j'ai un mental... je m'accroche à mes convictions. Ce qui me guide, c'est vraiment ma conviction. Donc, je n'attends pas que les uns et les autres aient une certaine posture qui soit à même de me décevoir.
Donc, j'ai une conviction. Moi, j'ai fait la politique très tôt. J'ai eu le bac en 94 et en 95, déjà, j'étais militant du RDR. Le RDA a été créé en 94. En 95, j'étais militant du RDA, mais actif. J'ai eu la chance de concilier ma vie politique avec mes études. Je n'ai pas choisi de faire exclusivement la politique et de laisser mes études. J'ai eu un parcours normal académique, j'ai eu une maîtrise à l'université ici. Je suis allé faire un diplôme d'ingénieur en France. J'ai eu la latitude de rencontrer un monsieur comme paix à son âme, le premier ministre Amadou Gon, qui m'a pris comme son fils. D'ailleurs, lui, c'est lui qui m'a payé, qui m'a trouvé une bourse pour que je parte à Paris pour mes études. Et quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, à l'époque, il était ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Il m'a fait revenir aussitôt. Je travaillais à la bourse du café et du cacao. Vraiment, j'ai eu une carrière pleine. C'est pas ce qui vous a poussé à militer un peu plus Je l'ai connu avant. Avant? C'est dans la politique qu'il m'a connu. Il m'a rencontré en 98. 95 déjà, j'étais militant. Donc c'est en 98 au Congrès des jeunes à Daloa. J'étais dans l'équipe de l'actuel ministre de la Communication. Il était candidat contre Ogi Takouré pour être président des jeunes. J'étais dans l'équipe de Hams, le ministre de la Communication. Et c'est comme ça, c'est son neveu, et c'est comme ça qu'il m'a découvert. Donc, c'est dans l'action politique que je l'ai rencontré. Et quelle est votre appréciation des jeunes activistes d'aujourd'hui, des jeunes militants qui s'adonnent dans des invectives sur les réseaux sociaux? Vous, en tant que militant qui a démarré très jeune, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, je pense d'abord qu'il faut... mais quand on entrevoit une action, il faut voir la finalité. Moi, je suis fondamentalement attaché à des valeurs. D'abord, je suis à Caen, je suis à Bron. Donc, ma culture, mon éducation de base m'interdit d'avoir le verbe haut et d'avoir des invectives vis-à-vis des personnes. Chacun de nous a eu son éducation, chacun a son parcours, chacun fait son chemin. Et je pense que les jeunes, la meilleure chose à faire, c'est d'aller... Il y a chaque chose à son temps. Hein. La meilleure chose à faire, c'est d'aller à l'école. Si vous voulez aller à l'école, soyez un bon. Suivez votre parcours. Parce que quand vous êtes compétent, quelle que soit la situation, aujourd'hui, la question de l'emploi, si vous êtes bon, on vous prend. Moi, je suis directeur général du Fonds de garantie automobile. J'ai des objectifs que le ministre m'achique chaque année. Je cherche les meilleurs talents. Je ne prendrai pas mes parents pour venir mettre, parce que j'ai des objectifs. Chaque trimestre, le ministère des Finances fait l'évaluation des directeurs généraux sur la part des objectifs qu'on a assignés. Le directeur général n'a pas pour vocation de faire le travail des gens, il a un système de coordination. Si vous n'avez pas des cadres compétents pour faire votre travail, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et on va vous juger. Donc, quand vous êtes bon, forcément, et moi, je suis à ces jeunes militants-là, qu'est-ce que vous leur dites? Droit dans la caméra, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites quoi? Je la même chose que je leur ai dit. Que ce soit de l'opposition, que ce soit du Oui, je parle même des jeunes en général. Oui. Si vous allez à l'école, il y a un âge pour tout faire. Qui se jettent dans la politique, qui découvrent la politique, qui veulent faire de la politique, qui disent faire de la politique. D'autres prennent la pyramide par le haut. Ils estiment que ils veulent, parce que souvent ils voient des gens, ils s'identifient à des personnes, mais ils oublient que ces personnes-là ont un parcours. Quand vous prenez les hommes politiques intrinsèquement, mais quand vous les prenez individuellement, ce sont des gens qui ont eu des parcours professionnels. La politique, oui, mais il faut vivre. Parce que vous avez beau être un militant déterminé, mais quand on prend le pouvoir, on a des objectifs que l'État nous confère. Donc, on a besoin des gens pour exécuter la mission pour atteindre des objectifs. Vous avez un bon militant. Si vous n'avez pas de parcours, on ne vous prendra pas. On ne vous prendra pas. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on dit connaissance est mieux que diplôme. Je suis, à mon modeste niveau, je vous le dis, il y a beaucoup de personnes que j'ai recrutées que je ne connaissais pas. Je les ai rencontrées dans des forums. Il y a quelque chose qui m'a dit, et puis je vous prends. Parce que, à la base, nous sommes des Ivoiriens. Voilà. On a beau tourner dans tous les sens, la finalité, là, nous avions une communauté de destin. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Comment vous visualisez la Côte d'Ivoire au soir des élections d'octobre 2025? Mais le président Ouattara va gagner les élections en octobre 2025, le 25 octobre, et le 26, on va faire la fête. Je pense que la direction du parti est en train de travailler sur le programme de société pour ce qui vient, parce qu'en 2010, le président a proposé un programme alléchant
vivre ensemble, le vivre ensemble. Mais chaque thématique est adaptée. Hein. Vivre ensemble, c'est parce qu'on sortait de la crise et il fallait rassembler tout le monde. En 2015, le président a pris un programme Côte d'Ivoire solidaire. Le RADP, tout comme le PDCI, nous sommes des partis libéraux. Mais que vaut le libéralisme sans le social dans nos pays? Le président a estimé qu'il fallait avoir une grande dose de social. Il y a beaucoup d'actions sociales qui ont été menées. Je pense qu'ils sont au laboratoire en train de réfléchir sur le projet de gouvernement prochain. Il y a des défis nouveaux. Aujourd'hui, l'un des grands défis auxquels la Côte d'Ivoire peut être confrontée, c'est le défi sécuritaire. Vous savez que dans nos ports, tous les pays qui sont voisins sont sous le joug du djihad. Donc, il y a un véritable défi sécuritaire. Il y a aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le monde. Il y a la question de l'intelligence artificielle. Comment on aborde cette thématique-là pour l'intégrer dans notre dispositif de gestion, de gouvernance, de démocratie, pour ne pas que l'intelligence artificielle prenne la place de l'homme. Il y a tous ces grands défis et je suis convaincu que le RADP va vous proposer un programme de société alléchant qui prenne en compte les préoccupations des Ivoiriens. Parce que oui, je l'ai dit, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Okay. Au soir des élections présidentielles de 2025, octobre 2025, vous l'avez dit, le président Alassane Ouattara est élu. Et quel est votre message à l'endroit de l'opposition? Non, moi, je suis confiant. C'est le jeu démocratique. Hein. Tu sais, les gens se parlent. Hein. Souvent aussi, les populations, paix à son âme, le Premier ministre Ahmed Bakako l'a dit, et ça m'a tellement accroché. L'une de ses visites à Bonoa, il a incité les jeunes à travailler ensemble, à ne pas aller dans la rue parce qu'un jeune qui meurt, c'est une intelligence qui s'en va, c'est un capital humain que le pays perd. Parce qu'il a dit, je le caricature de manière triviale, quand il s'agit de faire nos palabres là, on vous demande de descendre dans la rue. Mais quand on se retrouve là, on ne vous appelle pas. Je pense que la Côte d'Ivoire est une nation, nous avions une communauté de destin, les Ivoiriens sauront se retrouver. Honorable Maison Kofi Noël, merci d'avoir été avec nous. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro de À Voix Haute. Politique, l'essentiel de la politique ivoirienne.